Benoît de Jessé, bonjour et bienvenue sur BlockX. Benoît, tu es cofondateur et CEO de Cryptech, donc une société de solutions d'investissement 3.0 dont on va parler aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais dans un premier temps te présenter ton parcours et ton arrivée dans la blockchain, s'il te plaît? Tout à fait. Bonjour Pierre, merci beaucoup de me recevoir sur BlockX et ravi de pouvoir répondre à toutes tes questions. Alors, mon parcours est assez classique, hein. Moi, je suis rentré dans l'univers des cryptos en début 2017 en investissant sur de l'Ether et du Bitcoin. Et je me suis planté fin 2017 avec le crash, comme la plupart des gens. J'ai ensuite un peu abandonné et j'y suis revenu mi-2019 avec notamment l'avènement de la DeFi, donc de la finance décentralisée. Et aujourd'hui, ça fait maintenant depuis mi-2019 que je vis de ces placements en finance décentralisée. Donc voilà comment je suis arrivé dans l'univers de la crypto et de la blockchain. Super. Qu'est-ce qui t'a poussé justement à concrétiser cette société Cryptech dans des nouvelles solutions d'investissement du coup? Alors, très simplement, en fait, moi, j'avais déjà monté une société il y a de 2014 à 2019. C'était du conseil en réduction des coûts. Et donc, premièrement, j'avais l'envie de remonter une société. C'était quelque chose qui était important pour moi. Et ensuite, j'ai compris, avec cette révolution technologique et financière qui était la DeFi, qu'il y avait quelque chose à amener aux entreprises aujourd'hui. Le constat, si tu veux, qu'on a fait, c'est que les entreprises qui ont un excédent de trésorerie aujourd'hui ne savent pas réellement où le placer, c'est-à-dire que soit elles le mettent sur des comptes à terme, et aujourd'hui, c'est absolument pas rentable, soit elles le mettent sur des comptes titres qui ne sont pas liquides. Et donc, on s'est dit qu'on allait amener justement le meilleur de ces deux mondes, à savoir quelque chose à la fois de rentable et de liquide, grâce à la technologie blockchain et à la finance décentralisée. OK. Donc là, il me semble que j'ai regardé, vous proposez un rendement de 5, c'est ça? Exactement. Comment ça se passe concrètement entre le moment où je me dis, donc il y a un billet d'entrée qui est aujourd'hui à 5 000 €, je me dis: «Je veux placer votre argent, et dynamiser ça avec Cryptech». Comment ça se passe concrètement? Alors, concrètement, déjà, une première information sur le ticket d'entrée, puisqu'on a deux cibles. Le ticket d'entrée auquel tu fais référence, il est pour les particuliers qui souhaitent investir chez nous, et le ticket d'entrée pour les entreprises, pour cette solution de gestion d'excédent de trésorerie, est de 20 000 € aujourd'hui. Alors, comment ça se passe concrètement? On a développé donc une web application sur laquelle un utilisateur peut créer son espace client, s'inscrire, etc., et va effectuer un dépôt en euros. Ce dépôt en euros va être converti en stablecoin. Donc, un stablecoin, c'est une monnaie digitale qui est backée par une monnaie fiduciaire comme le dollar. Donc, ces euros vont être convertis en stablecoin, et ces stablecoins vont être placés sur des protocoles de finance décentralisés, donc des protocoles de DeFi, en vue de générer un rendement. Donc, en face, quelqu'un emprunte cet argent, et donc pour un certain rendement, et nous garantissons un minimum de 5% sur le rendement effectué au client. Donc voilà, l'utilisateur de son côté, sur sa web application, a un rendement qui se fait sur son euro. Il entre et il sort en euros, sans aucun engagement de durée. Donc c'est un produit qui est 100% liquide, et il voit son euro s'incrémenter de 5% par an sur la base d'intérêts composés. Donc voilà comment ça fonctionne aujourd'hui. Conversion des euros en stablecoin, placement des stablecoins sur des protocoles de finance décentralisés, retrait de ces euros quand l'utilisateur le souhaite. D'accord, les 5 ils vont recevoir toutes les semaines, tous les mois, ces rendements-là? Alors, c'est quotidien. Le rendement est attribué de manière quotidienne. Super, OK. Alors c'est assez étonnant parce que c'est vrai que je vois, il y a d'autres initiatives, d'autres organismes qui arrivent pour, proposer de la dynamisation d'épargne vraiment axée sur du particulier. Là, avec Cryptech, vous arrivez aussi vous proposez aussi ce type de service-là pour des entreprises qui vont vouloir, dynamiser, leur fonds leur trésorerie, pour, quelle que soit la raison, pour se hedger face à la perte de l'euro, du dollar, se diversifier. Aujourd'hui, les entreprises, comment tu les sens face à ce type de nouveaux placements?
qui est quand même assez récent. Est-ce qu'elles sont, est-ce qu'elles sont intéressées? Est-ce qu'elles comprennent un petit peu comment se passe pour pas mettre de la trésor dans un système qu'elles ne comprennent pas? Comment tu arrives à les onboarder? Alors, il y a pas mal de choses. C'est-à-dire que les événements récents qui ont eu lieu, là, notamment le crash de la deuxième plus grande plateforme de cryptoactifs au monde, donc FTX, a fait perdre confiance à énormément d'investisseurs. Et donc, il y a un grand et gros travail de pédagogie à mener pour expliquer aux gens que c'est totalement décorrélé de la technologie et du sous-jacent. Ce sont les actions d'une personne malveillante et malhonnête, et ça n'a rien à voir avec ce que peuvent être les cryptoactifs, les stablecoins, la blockchain et autres. Maintenant, comment on les sent? Forcément, légèrement plus réticentes aujourd'hui qu'il y a quelques mois. En revanche, déjà, la première chose, c'est qu'une entreprise n'ira pas placer 100% de son excédent de trésorerie sur un produit qui est considéré comme innovant, qui comporte des risques, parce qu'évidemment, je pense qu'on en parlera après, mais il faut rappeler cette notion de risque. Donc, premièrement, il y a en général une allocation qui est de l'ordre de 5 à 10% de l'excédent de trésor des entreprises qui est placé. Ensuite, en amont du lancement de notre produit, on a évidemment analysé notre market fit pour voir si ça répondait en face. Et on a échangé avec une centaine de chefs d'entreprise, principalement basés à Paris et à Lyon, pour voir comment était réceptionnée l'offre. On a beaucoup parlé avec des CGP sur leur clientèle professionnelle et également avec des experts comptables pour savoir dans quelle mesure ils souhaitaient proposer ce type de produit à leurs clients. Le retour est bon dans le sens où aujourd'hui, on a quasiment personne qui n'est pas intéressé. On a à peu près une personne sur 5 qui se dit méfiante. Le reste est prêt par rapport aux produits existants aujourd'hui à mettre une petite partie de son excédent de trésorerie sur ce genre de produits innovants. Ouais. Alors derrière évidemment, on a la capacité aussi de rassurer un client, c'est-à-dire qu'on est enregistré en tant que prestataire de services sur actifs numériques auprès de l'autorité des marchés financiers, ce qui nous a pris un peu plus d'1 an pour obtenir cet enregistrement. Et ensuite, on a toute une politique de gestion du risque dont on va probablement parler après et qu'on présente aux clients. Ouais, parce que je pense que de toute façon, enfin, l'adoption, que ça soit des particuliers ou des entreprises, pour de la dynamisation d'épargne, de patrimoine, de trésorerie ou autre, elle va se faire. Il y a vraiment une histoire de timing, forcément, avec ces innovations qui sont nouvelles, malheureusement parfois ponctuées avec des événements comme on a pu voir avec FTX, qui vont véhiculer des connotations parfois négatives, avec des amalgames entre ce qui se passe et la technologie elle-même de la blockchain. Donc cette histoire de timing, elle est vraiment intéressante et elle est vachement importante, surtout dans des périodes de marché, on va dire, plutôt basses, avec des rendements qui vont être plus faibles, de réussir à se réinventer pour avoir une offre qui est intéressante qui est intéressante pour les clients en face. Justement, on va y arriver tout de suite, hein, sur ces histoires de risques. Pour remettre dans le contexte, donc là, c'est 5 que vous proposez en termes de dynamisation, à vos clients. Heu Aujourd'hui, vous ne placez cet argent-là que sur des stablecoins, c'est ça? Pour bien faire vraiment la distinction entre des actifs volatiles, tels que le Bitcoin et l'Ethereum, VS des stables, bon, qui ont aussi leur fragilité, on va en parler, mais c'est vraiment axé stable? Oui, alors tout à fait. C'est-à-dire que ce produit-là, aujourd'hui, on a 2 produits, mais on ne parle que d'un seul des 2 produits qui s'appelle Smart Invest et qui est exclusivement basé sur des stablecoins. Il y a une caractéristique supplémentaire, c'est qu'on ne traite pas de stablecoin algorithmique. Donc, on ne traite que des stablecoins qui sont backés par le dollar, dont les sociétés émettrices sont auditées et régulées. Voilà, pour éviter typiquement ce qu'on a pu connaître avec l'affaire Luna au mois de mai de mémoire, avec l'UST qui s'est crashé. Voilà, donc aujourd'hui, uniquement des stablecoins collatéralisés par de la monnaie fiduciaire. OK. Donc, Moi, ils sont très peu, hein, puisque principalement aujourd'hui, on va avoir l'USDC qui est émis par Circle, et ensuite on va avoir le BUSD de Binance qui fait partie de Paxos, hein, et qui est audité au même titre que le DAI et le Frax, si je ne me trompe pas. Et on va avoir l'USDT de Tether, dont la société aujourd'hui est auditée par BDO Italia, si je ne me trompe pas. Voilà.
D'accord, donc ça va être les principaux stablecoins que vous allez, utiliser. Oui, forcément, d'accord. Et moi, enfin, vraiment par curiosité, qu'est-ce qui vous a, empêché de, jouer, d'arriver sur alors pas forcément des cryptoactifs qui sont relativement récents avec des faibles capitalisations et des risques importants qui sont associés, mais, du bitcoin ou de l'ethereum qui quand même gagnent en légitimité, en crédibilité à travers, leur durée et pourquoi ne pas placer, aussi, sur ces actifs-là? Alors, très simplement, hein, pour la volatilité. C'est-à-dire que le stablecoin a pour objectif de maintenir sa valeur d'1 $ en étant backé par du dollar. Donc, on a une société qui, pour chaque stablecoin qui est émis sur le marché, va mettre l'équivalent d'1 $ en banque pour garantir cette parité d'1 pour 1. Ça nous permet d'avoir un actif liquide qui peut transiter sur la blockchain et qui ne soit absolument pas volatile. Donc, le but, c'est justement de profiter de rendements attractifs liés au monde de la blockchain, de la crypto, en supprimant le risque de volatilité. Donc, je pourrais tout à fait recommander aux gens, alors ce n'est pas un conseil en investissement, mais à titre personnel, je trouve que ça peut être également une bonne idée d'investir dans des actifs comme le Bitcoin ou l'Ethereum. Mais on a pris le choix, pour cette solution de placement d'excédent de trésorerie, de s'axer sur quelque chose qui ne puisse pas être volatile. Parce qu'une entreprise qui décide de placer un peu de son excédent de trésor sur ce genre de produit ne peut pas être assujettie à la volatilité. Ouais, ouais, je comprends bien. Après, je pense qu'il y a des organismes aussi qui analysent, vraiment en profondeur les marchés. Alors, je ne parle pas que des marchés crypto, mais des marchés financiers, la macro, la géopolitique et qui se disent, évidemment, personne n'a de boule de cristal, donc ça va être vraiment des probabilités de se dire qu'on a plus de chances d'être sur un bas de marché que sur un haut de marché et qu'en termes de probabilité, d'ici, sur des placements qui vont être bloqués, je ne sais pas, sur, 6 mois, 1 an, 2 ans, d'avoir une hausse de ces actifs volatiles comme, le bitcoin et l'Ethereum. Si demain, par exemple, je ne sais pas, les marchés repartent, on sent qu'il y a un engouement, ce qui se passe avec l'Ukraine, ça réussit, on arrive à passer ça, qu'il y ait pas de problème, par exemple, entre la Chine et Taïwan ou d'autres choses comme ça. Est-ce que ce serait envisageable pour vous, demain, pas forcément aujourd'hui, d'aller aussi sur des actifs, plus volatiles et de profiter de Alors, cette volatilité-là? alors tout à fait. En fait, on peut le voir, hein, sur notre site internet. Comme je te le disais effectivement avant, on a deux produits. Alors là, on fait le focus et notamment cette interview sur Smart Invest pour la gestion de trésorerie d'entreprise, mais on a également un autre produit qui s'appelle Dynamic Assets, qui lui est un indice crypto, qui en fait est constitué d'un panier des 5 principaux actifs numériques hors stablecoin, pour aller justement chercher de la performance. Donc, qui fonctionne à la manière d'un indice, donc avec une réallocation mensuelle, mais qui n'a rien à voir non plus en termes de business model ou de frais avec Smart Invest. C'est-à-dire que le produit sur stablecoin est un produit où il n'y a pas de frais d'entrée, pas de frais de sortie, pas de frais de performance, pas de frais de gestion. On se rémunère sur ce qu'on arrive à générer au-delà de 5%, alors que le produit Dynamic Assets, lui, dans la mesure où on ne prélèvera pas de frais de performance, mais on aura des frais d'entrée de 0,5% et des frais de gestion annuels de 2%. Mais donc, il y a cette possibilité, parce qu'on voulait aussi pouvoir proposer deux produits totalement complémentaires, de s'exposer très simplement au marché des cryptoactifs et d'avoir un panier qui puisse être représentatif de ce qu'est le marché. Yes. Je vais faire un peu l'avocat du diable, et te poser la question assez naïvement. Il y a aujourd'hui, avec, l'offre Cryptech, une risque de perte en capital malgré le fait que ça soit, placé sur des stablecoins, donc qui sont censés être adossés au cours de l'euro ou du dollar, hein, par exemple. D'où viennent ces risques-là? D'où viennent ces risques-là? Alors, il y a tout un tas de risques différents. Le premier, c'est, comme on est basé sur des stablecoins, c'est le risque de ce qu'on appelle le debeg de stablecoin, donc que le stablecoin perde sa parité avec le dollar. Donc pour ça, la réponse qu'on peut avoir, c'est de ne pas traiter avec des stablecoins algorithmiques, uniquement avec des stablecoins centralisés et collatéralisés par de la monnaie fiduciaire et qui proviennent de sociétés émettrices qui soient régulées et auditées. Donc ça, c'est le premier risque. Le deuxième, c'est du coup, comme ce stablecoin, le sous-jacent aujourd'hui, c'est du dollar, parce que nous avons des stablecoins euros, mais il n'y a pas de liquidité suffisante pour traiter des demandes comme on pourrait en avoir. Donc, il y a la problématique de taux de change euro-dollar.
Donc aujourd'hui, on prend une couverture de change euro-dollar à chaque fois qu'un nouveau client entre chez Cryptech, voilà, pour complètement supprimer ce risque de taux de change. Ensuite, il y a tout ce qui peut s'apparenter au hack des protocoles DeFi dont on entend parler depuis que la DeFi existe. Pour cela, il y a plusieurs manières de minimiser le risque. La première chose et la plus importante, c'est la diversification. C'est-à-dire qu'on ne mettra pas plus de 10% des actifs de nos clients par protocole. Donc ça, c'est le premier aspect. Le deuxième, c'est la manière dont on sélectionne justement ces protocoles. Ils doivent répondre à une liste de critères qui sont, que vous pouvez tous retrouver dans nos fiches produits, mais le protocole doit être audité. L'équipe qui est derrière le protocole doit être connue. Il doit y avoir un minimum de 50 millions de TVL, donc de Total Value Locked, donc d'assets sous gestion. Et enfin, le protocole doit être assuré ou à défaut assurable. Donc ça, c'est la grille de sélection de nos protocoles. Donc forcément, ça a fini par limiter fortement le nombre de protocoles auxquels on peut s'exposer. Et enfin, il y a une question d'erreur humaine. Il faut savoir que ça fait maintenant presque 1 an et demi qu'on a développé en interne notre algorithme pour la répartition des fonds et notamment la sélection des protocoles. Donc aujourd'hui, il y a un algorithme qui tourne et qui, à chaque nouveau client qui rentre, s'occupe justement de la réception et la répartition des fonds de nos clients sur ces différents protocoles de DeFi. Ce qui évite, l'erreur humaine. On a pu voir notamment lorsque Crypto.com avait fait une erreur et avait envoyé je ne sais plus combien de millions d'euros à un utilisateur. Donc pour éviter ce genre de choses, par exemple. Et ensuite, il faut savoir que l'entièreté de toutes nos transactions transitent par Fireblocks, qui est aujourd'hui le leader mondial de la sécurité pour les cryptos. Tout passe par Fireblocks avec ce qu'on appelle une TAP, une Transaction Authorization Policy, ce qui signifie qu'en fait, aucune personne au sein de Cryptech ne peut à elle seule gérer les fonds ou les déplacer. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a voilà comment on répond à tous ces risques existants. Le but étant non pas d'être un risque zéro puisqu'il n'existe pas, mais d'expliquer à nos clients qu'on sait quels risques existent et comment on y répond. Ouais, c'est bien pour ça que de toute façon, vous ne pouvez pas, de manière réglementaire, annoncer qu'il n'y ait pas de risque de perte en capital, possible et ça, je pense que c'est important. Je pense que les gens, faut qu'il ait aussi bien en tête, c'est pas parce qu'on a un stable qui va être backé sur du dollar, qu'il y a pas de risque associé. Comme tu l'as dit, il y en a malheureusement encore un bon paquet et puis il y a aussi tous les hacks de protocole, et autres. Aujourd'hui, vous placez aussi, sur de la CeFi ou pas? Non, alors je t'avoue qu'on a été aussi vacciné par ce qui s'est passé, alors que ce soit l'UST de Luna pour les stablecoins algorithmiques ou l'affaire FTX plus récemment. On ne traite avec aucune plateforme centralisée. Donc nous sommes à 100% sur des protocoles de finance décentralisés, voilà, pour OK. éviter justement d'être totalement assujetti à la merci d'un acteur centralisé qui détient nos clés et qui peut assurer la gestion de nos fonds. On ne sait pas si la plateforme détient bien les actifs de ses clients, si elle ne traite pas avec, etc., etc. Donc, pour supprimer tous les risques de contrepartie, on passe à 100% sur de la DeFi. Yes. Alors moi, je suis pas du tout un partisan de dire qu'il faut que tout soit décentralisé. Je pense qu'il y a aussi une place pour des organismes centralisés parce que, comme le vôtre, parce que tout le monde n'a pas vocation, déjà à gérer ses clés privées, à aller utiliser la DeFi lui-même, en termes de temps, d'énergie, de volonté, de connaissances, parce que c'est quand même un investissement intellectuel, important, même pour comprendre les bases. Donc, des solutions, plus centralisées type Cryptech peuvent être pertinentes. Par contre, va y avoir, dès aujourd'hui, mais plus on va avancer avec le temps, va y avoir de plus en plus le besoin pour les clients d'avoir une transparence vis-à-vis de l'argent, et des arbitrages, des allocations qui sont faites, même avec des organismes centralisés et du coup, justement, un petit peu sous le capot. Donc là, tu as parlé d'algorithmes, que vous avez développés, sur la dernière année, année et demie en interne. Aujourd'hui, il y a une grosse partie qui se fait, via des algos en automatisé ou il y a encore des allocations qui sont faites à la mano? Alors, il n'y a aucune allocation qui est faite à la mano. En revanche, ce qui est fait à la mano aujourd'hui, c'est la surveillance d'événements de marché.
chose qu'un algo ne pourra pas faire de son côté en termes de gestion des fonds. Notre algorithme, il a aussi pour rôle de scanner de manière quotidienne les protocoles sur lesquels sont répartis les fonds de nos clients avec deux critères, des critères de liquidité et des critères de rendement, à partir desquels, si on descend en dessous d'une certaine liquidité, on va sortir du protocole. Enfin, l'algorithme va faire en sorte que les fonds sortent de ce protocole pour être alloués sur un autre protocole. Donc non, il n'y a pas d'action à la mano il y aurait une possibilité, hein, tout à fait, de le faire, mais on trouve qu'éliminer le risque de l'erreur humaine est quand même important. Ouais. Après, voilà, il y a tout ce qui est signe noir qui est un peu difficile à anticiper, surtout pour des, pour des algorithmes. 5%, est-ce que ça peut être voué à augmenter dans le futur proche ou moyen long terme, sous réserve que des conditions de marché soient plus favorables? Alors, je vais te faire une réponse très courte, oui, mais du coup, on verra effectivement dans quelle mesure évoluent les conditions de marché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on considère qu'on est dans un bear market, hein, dans un marché baissier. On tourne aujourd'hui sur nos protocoles avec une rentabilité qui est supérieure à 10%, auquel on va soustraire donc ce qu'on reverse à nos clients, à savoir 5% de rendement, mais auquel on va également soustraire cette assurance, cette couverture de taux de change euro-dollar, tous les frais qui peuvent être liés à l'onboarding du client, à notre infrastructure technique, à notre infrastructure, nos frais via nos partenaires bancaires, nos partenaires de custody comme Fireblocks, etc. etc. Mais demain, quand on retournera, si on retourne, mais a priori, on devrait finir par y retourner en période de marché haussier, la question se posera effectivement d'augmenter ces 5%. Là, on est plus bas qu'un certain nombre de nos concurrents, mais parce qu'on a décidé justement de prendre cette couverture de change euro-dollar qui nous coûte relativement cher aujourd'hui. Ce n'est pas le cas de tous, hein. Ce qui n'est pas le cas de tous, effectivement. OK. Non, mais c'est important de parler de tous ces frais-là qui sont annexes parce que le business model de se dire, on vous rémunère 5% et on va prendre, le delta qu'on va réussir à faire de manière supplémentaire. Il y a beaucoup de frais annexes qui gravitent autour, toute cette gestion-là de votre côté. Donc, je pense que c'est bien aussi de l'avoir en tête. Maintenant, je vais poser la question de l'autre côté. Si on dégringole encore d'un étage, est-ce que demain les 5% sont assurés? Alors, non, parce que légalement, on ne peut pas dire que non. C'est-à-dire que si demain, effectivement, en plus, je sais pas, on tourne à 3% de rendement, on ne pourra pas garantir 5 à nos clients. Ça, c'est une certitude. En revanche, aujourd'hui, on a un recul. Alors, ça reste du backtest, mais typiquement, sur la dernière année, on a touché 2 fois un minimum de rendement qui est autour de 9%. Voilà, pour te donner une idée, en période de bear market. Donc, aujourd'hui, on estime et on constate également qu'il n'y a pas de raison d'aller justement en dessous de ce seuil. Mais si on allait en dessous de ce seuil, il y a quand même une dimension très importante à avoir, c'est que si on va en dessous de ce seuil, le client ne perd pas d'argent. Il ne perd pas du capital parce qu'on n'arrive pas à générer 5%. Si un jour on n'y arrive pas, il aura juste un rendement inférieur, mais il continuera à gagner de l'argent. Oui. Non, mais c'est important de l'avoir en tête. Vous réservez le fait de modifier ces 5%, enfin, vous avez une actualisation de ce taux-là tous les mois, toutes les semaines, tous les semestres? Comment? On a une actualisation de ce taux-là qui doit se faire une fois tous les 6 mois. OK, ça marche. Sauf événement de marché, évidemment, qui surviendrait, Bien signe sûr. noir, baisse des… Voilà. Mais aujourd'hui, en l'état et de ce qu'on constate, il n'y a pas de raison, nous, de réactualiser ce taux. Voilà. En revanche, il y a une réflexion en cours sur l'augmentation de ce taux. C'est la question que tu me posais avant, hein, Ce qui est du coup, plutôt je positif rebondis quand avec même. le… Oui, oui, ce qui est plutôt positif, bien sûr. Ce qui est plutôt OK. encourageant. Alors quels vont être les enjeux de Cryptech là sur la fin d'année, sur à minima 2023? Quels vont être les milestones assez importants pour vous? Ouais, alors parce que la fin d'année, on y est effectivement très rapidement. Les milestones, alors on souhaite sortir une application mobile en 2023. Donc ça, c'est le premier point. Du recrutement à venir en début d'année, avec notamment de l'analyste DeFi, de la compliance,
puisque ça va être un poste clé dans les 2 années à venir avec la mise en application de MiCA. Et également des personnes, enfin des sales, pour pouvoir aller effectivement vendre notre solution. Le milestone en termes de chiffres et ce qu'on attend sur 2023, c'est d'avoir à peu près 20 millions sous gestion à la fin de l'année. Fin d'année 2023, j'entends, hein, bien sûr. Pas fin d'année. Voilà. OK. Pour terminer, ça va être ma dernière question. Moi, je me mets dans la position où les banques commencent à prendre conscience, de l'efficience de la DeFi, des rendements qu'on peut avoir sous réserve que ça soit bien maîtrisé. Demain, si vous avez un gros organisme bancaire qui commence à proposer ce type de produit-là, avec toute la clientèle, qu'ils vont avoir, et la crédibilité à travers, toutes les années, qu'elles ont pu avoir, de service, comment vous allez vous positionner par rapport à ça? Alors, il y a plusieurs éléments de réponse. La première chose, c'est en termes de timing. Il faut savoir que de toute façon, pour exercer cette activité, il faut être PSAN et demain, il faudra être PSAN européen avec MiCA, ce qui représente 1 an à 1 an et demi de travail réglementaire. On ne parlera pas de la question financière puisque ce ne sera pas un sujet pour les banques, mais il y a déjà un certain nombre de banques qui se sont mis à demander cet enregistrement, PSAN en l'occurrence, pour la France, et sûrement à l'échelle européenne. Donc le premier point, c'est une question de timing. Le deuxième, c'est que les banques freinent des cas de fer aujourd'hui sur l'adoption crypto, c'est-à-dire qu'en termes d'investisseurs institutionnels, ils y vont, ils investissent. En termes de mise à disposition d'une clientèle de particuliers, on n'y est pas encore. Je crois qu'aujourd'hui, et encore, il faudrait que je vérifie, hein, il y a la banque de Lubac qui est PSAN et qui propose ça à ses clients, mais ils n'iront pas encore sur des technologies qui sont pas du tout maîtrisées en interne, qui sont trop jeunes pour qu'ils y voient quelque chose qui ne soit pas trop risqué, notamment, donc je fais référence, hein, bien sûr à la DeFi, mais partons du principe que dans 5 ans, toutes les banques aient franchi le pas et qu'il y ait une adoption totalement massive. Premièrement, je pense que c'est un marché sur lequel on peut être énormément d'acteurs. Deuxièmement, on joue aussi une place de leader sur ce marché de la trésorerie en France, avec une extension à l'Europe prochainement, plutôt horizon fin 2024 et 2025. Mais voilà, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde et les banques auront plus, à mon avis, en tête d'acheter ou de racheter des structures déjà en place que de développer ça en interne. Voilà. OK. Et ben, on va arriver sur la fin de l'interview. Benoît, merci pour ce partage, merci pour ton temps, c'est vachement intéressant. On mettra en lien, de description, bah, toutes les informations nécessaires pour ceux qui veulent aller plus loin et du coup, voilà, je te remercie Benoît. Parfait. Bah, écoute, merci beaucoup, Pierre, et puis à bientôt.